Il a tout risqué en touchant à ce qui était strictement interdit. Dès l'aube, une colonne de 95 baggers s'est arrêtée devant son garage, et il a compris qu'il n'y avait plus de retour possible. Qu'a-t-il vu exactement dans le fauteuil roulant de la jeune fille, et pourquoi ce geste a-t-il changé son destin à jamais? Abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire de quelle ville tu regardes cette histoire. À l'aube, quand l'air du désert conservait encore une fraîcheur trompeuse, avant que la chaleur ne s'abatte sans pitié sur l'asphalte, le garage d'Evan Reeves se dressait comme un vestige oublié à la lisière de la ville. Il se trouvait là où la route semblait hésiter entre continuer vers les quartiers habités ou se dissoudre peu à peu dans le sable. Les murs étaient écaillés, le béton fissuré, les lourdes portes métalliques grinçaient au moindre mouvement. Et pourtant, derrière cette façade fatiguée, tout était d'un ordre presque militaire. Evan avait appris depuis longtemps que, lorsque le monde autour de vous se délite, l'ordre devient la dernière chose à laquelle on peut s'accrocher. Il avait 34 ans. Sa jambe gauche le faisait boiter légèrement. Souvenir permanent d'une explosion survenue des années plus tôt, à l'époque où il portait encore un uniforme et croyait que sa vie suivrait une trajectoire claire. Il était revenu vivant là où d'autres n'étaient jamais revenus, et cette simple vérité pesait sur lui plus lourdement que la douleur physique. Son mariage n'avait pas survécu à son retour. Son entreprise survivait à peine, et chaque mois ressemblait à un combat silencieux contre la faillite. Il réparait les voitures des voisins pour presque rien, acceptait des paiements en plusieurs fois, parfois même en nature, non par naïveté, mais parce qu'il ne savait pas faire autrement. Il était pauvre, mais il refusait d'être malhonnête. À l'intérieur du garage, chaque outil avait sa place exacte. Les clés étaient suspendues selon leur taille, les douilles alignées avec une précision presque maniaque, les établis propres malgré les traces d'huile incrustées par des années de travail. Sur un mur, une vieille photographie jaunie montrait son unité, des visages jeunes figés dans un sourire qui n'avait jamais connu la suite de l'histoire. Evan passait souvent devant cette photo sans la regarder directement. Mais il la sentait toujours présente, comme un rappel silencieux de ce qu'il devait à ceux qui n'avaient pas eu la chance de rentrer. Ce matin-là, avant même de voir quoi que ce soit, il entendit le son. Un moteur, pas n'importe lequel. Le grondement était profond, maîtrisé, étranger au calme poussiéreux de ce coin de route. Evan redressa la tête, essuya ses mains sur un chiffon déjà trop sale et se tourna vers l'entrée. Il savait reconnaître les machines avant même de les voir, et celle-ci n'appartenait pas à un client ordinaire. Un premier moto apparut, brillante, parfaitement entretenue, chaque pièce semblant raconter une histoire de puissance et de maîtrise. Le pilote descendit lentement, comme quelqu'un qui n'avait jamais besoin de se presser pour être respecté. Grand, massif, les mouvements économes et précis, il donnait l'impression que l'espace autour de lui s'organisait naturellement selon sa présence. Sur son gilet de cuir, aucun mot inutile, seulement des symboles que l'on murmurait dans la ville, sans jamais les nommer, à voix haute. Evan sentit une tension familière se nouer dans son ventre, celle qu'il avait ressentie autrefois, avant certaines opérations, quand il savait que rien ne serait simple. Derrière la moto, un fourgon noir s'avança et s'arrêta avec une précision presque cérémonielle. Un système de levage se mit en marche, et lorsque la plateforme descendit, Evan vit la jeune fille. Elle devait avoir 16 ans. Elle portait un jean ordinaire, un t-shirt simple, ses cheveux attachés en queue de cheval. Elle aurait pu être n'importe quelle adolescente, si ce n'était le fauteuil dans lequel elle se trouvait. Ce n'était pas un fauteuil roulant ordinaire. C'était une structure complexe de titane et d'électronique, de capteurs et de panneaux de diagnostic, un assemblage si sophistiqué qu'il évoquait davantage un prototype expérimental qu'un objet du quotidien. Evan comprit aussitôt que ce fauteuil avait coûté une fortune. L'homme se présenta brièvement. Il s'appelait Dane Carver. Dans certains cercles, on l'appelait Grave. La jeune fille, elle s'appelait Lily. Il n'était pas venu pour ce que l'on attendait habituellement d'un garage comme celui-ci. Le fauteuil grinçait, les roulements chantaient de façon inquiétante, et quelqu'un leur avait parlé d'un mécanicien capable de voir ce que les autres ne voyaient pas. Evan sentit aussitôt le poids de la responsabilité lui tomber sur les épaules. Il expliqua qu'il réparait des voitures et des motos, pas du matériel médical. Il savait que toucher à un tel appareil pouvait être dangereux, autant pour la personne qui l'utilisait que pour celui qui osait y mettre les mains. Dane ne répondit pas immédiatement. Il ne haussa pas la voix,
ne formula aucune menace explicite. Il se contenta d'être là, immobile, regardant Evan comme on regarde quelqu'un à qui l'on confie quelque chose de précieux. Evan comprit que ce n'était pas une question de choix technique, mais une question humaine. Il regarda Lily, assise dans son fauteuil, et remarqua la manière dont elle tenait ses épaules, légèrement crispées, comme quelqu'un habitué à anticiper la douleur. Il céda, non par peur, mais parce qu'il avait passé trop de temps à apprendre à ne pas détourner le regard lorsqu'une chose pouvait être réparée. Lorsque Lily franchit le seuil du garage, une petite irrégularité du sol fit tressaillir le fauteuil. Ce n'était presque rien, un détail insignifiant pour la plupart des gens. Lily fronça imperceptiblement les sourcils. Evan le vit. Il avait appris à observer les micro-réactions, celles que l'on développe lorsqu'on a vécu trop longtemps entouré de blessures invisibles. Il ne dit rien, mais quelque chose en lui se mit en mouvement. Il passa les premières secondes à observer. Pas comme un curieux fasciné par la technologie, mais comme quelqu'un qui écoutait le langage du métal. Il regarda l'équilibre du fauteuil, la façon dont le poids semblait se répartir, la trajectoire subtilement déviée des roues. Très vite, une évidence s'imposa à lui. Le fauteuil n'était pas réellement cassé. Il était mal conçu, mal ajusté. Le bloc de batterie, trop lourd, était placé de manière à déplacer le centre de gravité, exerçant une pression constante sur le bas du dos. Les roues n'étaient pas parfaitement alignées, obligeant le corps à compenser en permanence. Le système de commande demandait un effort excessif, comme si Lily devait piloter une machine industrielle au lieu d'un prolongement de son propre corps. Le freinage, légèrement désynchronisé, provoquait de petits à-coups qui, répétés jour après jour, devaient être une torture pour sa colonne vertébrale. Evan avait vu ce genre de choses auparavant, dans un autre contexte. Dans l'armée, 1 millimètre pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Il se souvenait d'une fois où il avait insisté pour corriger un défaut presque invisible sur un véhicule blindé. Quelques jours plus tard, ce véhicule avait sauté sur une mine et la correction avait sauvé l'équipage. En regardant Lily, il comprit qu'elle vivait dans une version lente et quotidienne de ce danger. On lui avait sans doute expliqué que la douleur faisait partie de l'adaptation, que c'était normal. Elle avait fini par croire que le problème venait d'elle. Il lui demanda depuis combien de temps elle utilisait ce fauteuil. 2 ans. Il lui demanda si elle avait mal. Elle hésita puis répondit oui, aux épaules, au dos, au cou. Elle le dit doucement, comme si elle s'excusait presque. Dine se tenait à côté, silencieux, observant chaque mot, chaque regard. Evan comprit qu'en disant la vérité, il s'apprêtait à remettre en question le travail de spécialiste, de médecin, d'ingénieur en qui Dane avait placé sa confiance. Pour un homme comme lui, admettre une erreur équivalait à admettre une faiblesse. Evan parla malgré tout. Il expliqua calmement ce qu'il voyait, ce que le fauteuil faisait subir au corps de Lily. Il ne proposa pas un simple ajustement, mais une refonte complète, une correction profonde pour que le fauteuil cesse de lui infliger une douleur quotidienne. L'air dans le garage devint lourd, presque palpable. Dane écouta sans l'interrompre. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était calme, mais chaque mot portait un poids immense. Il donna à Evan 24 heures. S'il se trompait, s'il faisait pire, il ne répondrait pas devant la loi, mais devant le club. Ils repartirent, laissant le fauteuil derrière eux. Evan resta seul dans son garage, face à cette machine silencieuse qui représentait désormais bien plus qu'un simple objet. Il ferma lentement les portes métalliques, conscient qu'il venait soit de provoquer un miracle, soit de signer sa propre condamnation. Dans le silence revenu, il comprit que cette nuit déciderait non seulement du sort de Lily, mais aussi du sien. Lorsque les lourdes portes du garage se refermèrent dans un grincement prolongé, Evan resta immobile quelques secondes, les mains encore posées sur le métal froid. Le silence qui suivit n'était pas apaisant. Il avait la densité d'un engagement irrévocable. Le fauteuil de Lily se trouvait au centre de l'espace, éclairé par une unique lampe suspendue, comme s'il attendait son verdict. Evan inspira profondément. Il connaissait cette sensation. Ce n'était pas la peur brute, mais quelque chose de plus exigeant. Une tension aiguë qui l'obligeait à se concentrer avec une clarté presque douloureuse. Il avait ressenti la même chose des années plus tôt, quand l'erreur n'était pas une option. Il se mit au travail sans perdre de temps. Chaque geste était mesuré, précis, presque cérémoniel. Il commença par couper l'alimentation, puis entreprit de démonter le fauteuil pièce par pièce.
Les panneaux furent retirés avec soin, la structure mise à nu, les câbles soigneusement dégagés. Il disposait les éléments sur l'établi dans un ordre strict, comme un chirurgien avant une opération délicate. Le métal cliquetait doucement sous ses doigts, et ses sons familiers l'aidaient à maintenir son esprit à distance des pensées parasites. Ici, tout devait être logique, compréhensible, maîtrisable. À mesure que le fauteuil se décomposait sous ses mains, les défauts qu'il avait pressentis plus tôt devenaient évidents. Il pesa le bloc de batterie, confirma son excès de masse, observa la manière dont son emplacement imposait une contrainte constante sur la structure. Il mesura les angles, vérifia les alignements, nota mentalement chaque anomalie. Tout était conforme aux normes, sans doute validé par des experts, et pourtant, rien n'était réellement adapté à un corps vivant, sensible, vulnérable. Evan sentit une colère sourde monter en lui, non contre des personnes précises, mais contre une logique qui privilégiait les tableaux et les certifications au détriment de l'expérience humaine. Alors qu'il retirait la housse du siège, ses doigts rencontrèrent quelque chose d'inhabituel, un pli discret entre les couches de matériaux. Intrigué, il insista doucement et en sortit un petit morceau de papier, soigneusement plié. Il le déplia lentement, comme s'il craignait de briser quelque chose de fragile. L'écriture était celle d'une adolescente, légèrement hésitante, mais lisible. Quelques phrases seulement, une demande d'aide, une confession de douleur, rien de théâtral, rien d'exagéré. Juste une vérité simple et déchirante, cachée là où personne n'était censé regarder. Evan resta longtemps assis, le papier entre les doigts, incapable de reprendre immédiatement le travail. Il comprit soudain à quel point Lily avait été seule avec sa souffrance. Elle avait vécu 2 ans dans ce fauteuil, entourée d'adultes convaincus de bien faire, sans parvenir à faire entendre ce qui comptait vraiment. Il posa la note sur l'établi, à côté de la vieille photographie de son unité qu'il avait accrochée là depuis longtemps. 2 mondes différents, unis par la même chose. Des gens contraints de supporter plus qu'ils n'auraient jamais dû. La fatigue commença à se faire sentir à mesure que la nuit avançait. Evan s'assit un instant sur le sol, le dos appuyé contre l'établi, entouré de pièces métalliques et de câbles. Les doutes s'infiltrèrent lentement, insidieusement. Il pensa à sa vie déjà fragile, à ce garage qui était tout ce qui lui restait. Il imagina le visage impassible de Dane s'il échouait, la certitude glaciale des conséquences. Il envisagea, l'espace d'un instant, de tout arrêter, de remettre le fauteuil dans son état d'origine et d'admettre qu'il avait vu trop grand. Mais ses yeux revinrent sans cesse vers la note. Les mots semblaient presque vibrer dans l'air. Ils rendaient toute justification impossible. Evan se releva lentement. La décision était prise depuis le moment où il avait lu cette écriture. Il n'avait jamais su tourner le dos à quelqu'un qui avait besoin d'aide, et cette fois-ci ne ferait pas exception. Il reprit le travail avec une détermination renouvelée. Il commença par éliminer tout ce qui était superflu. Les éléments décoratifs, lourds et inutiles, furent mis de côté. Il les remplaça par des panneaux plus légers et plus résistants qu'il avait en réserve, des matériaux qu'il utilisait habituellement pour des motos, conçus pour encaisser les pires conditions. Il déplaça le centre de gravité, redistribua la masse pour soulager la zone lombaire, ajusta la base afin de garantir une stabilité naturelle. Chaque modification était réfléchie, testée, ajustée de nouveau jusqu'à ce qu'elle lui paraisse évidente, presque intuitive. Il s'attaqua ensuite à la géométrie des roues. Les angles furent corrigés avec une minutie extrême, de sorte que le fauteuil puisse avancer droit sans exiger du corps une compensation constante. Le système de commande fut reprogrammé, allégé, rendu sensible au moindre contact. Le freinage, entièrement démonté, fut reconstruit pour garantir une synchronisation parfaite. Evan testait chaque réglage, répétait les gestes, refusant toute approximation. Il savait que pour Lily, la moindre imperfection se traduirait par des heures de douleur. La partie la plus délicate concernait l'assise. Evan remplaça les matériaux internes par un composé capable de conserver sa forme tout en répartissant la pression de manière homogène. Il ajusta la position, modifia l'inclinaison, cherchant un équilibre qui permette au corps de se détendre au lieu de lutter. Il ajouta également un système d'absorption des chocs, inspiré de solutions utilisées dans le sport, afin que les irrégularités du sol ne soient plus transmises directement à la colonne vertébrale. Il pensa aux trottoirs fissurés, aux seuils,
à tous ces détails du quotidien qui, pour Lily, représentaient des agressions constantes. Lorsque le ciel commença à pâlir à l'horizon, le fauteuil ne ressemblait plus à ce qu'il avait été. Il était moins impressionnant à première vue, moins spectaculaire, mais il dégageait une impression de cohérence, comme un outil enfin accordé à la personne qui devait l'utiliser. Evan passa une main sur la structure, fatigué mais étrangement apaisé. Il n'avait pas dormi, ses muscles protestaient, mais son esprit était clair. À 6h47 exactement, un grondement lointain traversa l'air du matin. Evan releva la tête. Il n'avait pas besoin de regarder l'heure pour savoir ce que cela signifiait. Le son se rapprochait, se multipliait, jusqu'à devenir impossible à ignorer. Il resta debout au milieu du garage, les yeux fixés sur le fauteuil, conscient que la nuit était terminée. Ce qui allait suivre ne dépendrait plus de lui, mais de ce qu'il avait osé faire lorsque la peur avait tenté de prendre le dessus. Le grondement qui avait envahi l'air à l'aube ne tarda pas à devenir une présence écrasante. Evan se tenait immobile au centre du garage, encore imprégné de la fatigue de la nuit, lorsque les premiers motos apparurent au bout de la route. Elles arrivaient lentement, mais inexorablement, comme une marée sombre et métallique. Une machine, puis une autre, puis encore une autre, jusqu'à ce que la rue entière soit envahie par la masse imposante de 95 motos lourdes, alignées avec une précision presque militaire. Le parallèle frappa Evan avec une ironie douloureuse. Il avait quitté l'armée, mais la discipline, la tension avant l'épreuve, cette attente silencieuse du verdict, tout cela le rattrapait. Les moteurs s'éteignirent les uns après les autres. Le silence qui suivit fut plus lourd encore que le vacarme précédent. Aucun cri, aucune menace, seulement des regards, des silhouettes massives en cuir sombre, une présence collective qui ne laissait aucune place à l'erreur. Evan sentit son cœur battre plus fort, non par panique, mais par lucidité. À cet instant précis, il comprit que tout ce qu'il avait fait pendant la nuit serait jugé non par des mots, mais par un résultat. Dane Carver entra le premier dans le garage. Son visage était fermé, mais son regard trahissait une attente tendue, presque douloureuse. Derrière lui, les membres du club s'avancèrent lentement, occupant l'espace sans bruit inutile. Certains s'accroupirent près du fauteuil, observèrent la structure, suivirent les lignes du cadre, touchèrent les éléments modifiés. Evan remarqua leurs gestes précis. Ces hommes connaissaient la mécanique. Ils savaient reconnaître le travail bâclé comme le travail honnête. Cela ne rendait pas la situation plus facile, mais au moins plus juste. Dane se tourna vers Evan et lui demanda d'expliquer ce qu'il avait fait. Sa voix était calme, sans la moindre agressivité, et pourtant chaque mot portait le poids d'une décision irréversible. Evan inspira profondément. Il parla comme il l'avait fait tant de fois dans une autre vie, lorsqu'il devait rendre compte d'une opération. Il expliqua la logique, non avec des termes compliqués, mais avec une clarté presque pédagogique. Il parla du centre de gravité déplacé, de la pression constante sur le bas du dos, de la géométrie des roues qui forçait le corps à compenser sans cesse. Il expliqua les corrections, le rééquilibrage, la synchronisation du freinage, l'allègement de la commande. Il ne chercha ni à se justifier, ni à impressionner. Il exposa simplement les faits, les causes et les conséquences. Les hommes écoutaient en silence. Certains échangeaient de brefs regards. D'autres hochaient imperceptiblement la tête. Evan poursuivit, décrivant l'assise repensée, la répartition de la pression, le système d'absorption des chocs destiné à protéger la colonne vertébrale des agressions quotidiennes. Il termina en disant que son objectif n'avait jamais été de rendre le fauteuil plus impressionnant, mais de le rendre vivable. Puis il se tut. Il n'y avait rien de plus à ajouter. Dane resta un moment immobile, puis donna un ordre bref. On alla chercher Lily. Lorsqu'elle entra dans le garage, Evan remarqua immédiatement sa tension. Son regard allait du fauteuil à son père, puis revenait vers Evan, comme si elle craignait d'espérer trop fort. On la plaça près du fauteuil modifié. Le temps sembla ralentir. Evan observa chaque détail, la manière dont elle respirait, la position de ses mains, la raideur de ses épaules. Il savait que ce moment serait décisif, non seulement pour lui, mais surtout pour elle. Lily se transféra lentement dans le fauteuil. Dès qu'elle fut assise, quelque chose changea. Ce n'était pas spectaculaire, mais évident pour quiconque savait regarder. Sa colonne se redressa naturellement, sans effort visible. Ses épaules descendirent légèrement, comme si une tension ancienne venait de se relâcher.
Elle posa ses pieds sur les repose-pieds ajustés, et ses jambes se placèrent d'elles-mêmes dans une position plus naturelle. Evan sentit une boule se former dans sa gorge, mais il resta parfaitement immobile. Lily posa sa main sur la commande. Elle hésita une fraction de seconde, puis exerça une légère pression. Le fauteuil se mit en mouvement avec une douceur inattendue. Pas de résistance, pas de brusquerie. Elle avança de quelques mètres, s'arrêta, puis repartit. Chaque mouvement semblait plus sûr que le précédent. Elle se dirigea vers la sortie du garage, roula sur l'asphalte irrégulier du parking, franchit une fissure qui, autrefois, aurait provoqué un choc douloureux. Cette fois, rien. Le fauteuil absorba l'irrégularité et Lily ne tressaillit pas. Elle s'arrêta. Son visage se crispa un instant, comme si elle attendait la douleur qui devait suivre. Lorsqu'elle comprit qu'elle ne venait pas, ses yeux s'emplirent de larmes. Elle repartit, fit demi-tour, recommença, de plus en plus confiante. Le silence autour d'elle était total. Les hommes en cuir, si impressionnants quelques minutes plus tôt, regardaient la scène sans un mot. Evan vit la transformation se produire sous ses yeux. Ce n'était pas seulement un confort amélioré, c'était une libération. Lily éclata en sanglots, puis se mit à rire en même temps, submergée par une émotion qu'elle n'avait jamais connue ainsi. 2 années de douleur constante se dissolvaient en quelques instants de mouvement sans souffrance. Evan sentit ses propres yeux le brûler, mais il garda la tête haute. Il savait que ce moment n'était pas pour lui. Dane observait sa fille. Son visage, habituellement dur, se fissura. Evan comprit que cet homme, habitué à contrôler son environnement par la force et l'autorité, se retrouvait soudain confronté à quelque chose qu'il ne pouvait ni acheter ni imposer. Il vit la culpabilité traverser son regard, puis une compréhension plus profonde. Il s'approcha d'Evan et, sans un mot inutile, posa une main lourde sur son épaule. Ce geste, simple et silencieux, valait toutes les promesses. Les membres du club réagirent à leur manière. Un hochement de tête ici, une tape sur l'épaule là. Aucun discours, aucune effusion. Evan comprit qu'il venait d'être accepté, non comme un subordonné, mais comme quelqu'un qui avait prouvé sa valeur par les actes. Alors qu'Evan pensait que tout était terminé, Dane revint vers lui une fois le calme revenu. Son regard avait changé. Il n'était plus seulement celui d'un père reconnaissant, mais celui d'un homme décidé. Il sortit une liste soigneusement pliée de la poche de son gilet. Des noms y figuraient, accompagnés de notes succinctes. Des vétérans, des blessés, des gens qui, comme Lily, vivaient avec du matériel officiellement adapté, mais qui souffraient chaque jour en silence. Dane expliqua ce qu'il voulait. Il voulait qu'Evan aide ces personnes. Toutes, sans leur demander d'argent. Le club fournirait les matériaux, achèterait les outils nécessaires, renforcerait le garage. Mais le temps, l'attention, le savoir-faire, tout cela devrait venir d'Evan. La demande n'était pas formulée comme une faveur. C'était une proposition lourde de conséquences. Evan regarda la liste. Il ne vit pas des noms, mais des visages potentiels, des vies marquées par la même injustice discrète. Il pensa à ses camarades revenus de la guerre, aux blessures invisibles, aux sentiments d'abandon. Il pensa à Lily, à la note cachée dans le fauteuil. Il sut qu'il n'avait pas réellement le choix. Il accepta. À cet instant, sans le savoir encore, il venait de donner un nouveau sens à sa propre existence. Les jours qui suivirent ne ressemblèrent à rien de ce qu'Evan avait connu jusque-là. Dès la première semaine, le garage cessa d'être un lieu silencieux où il travaillait seul face à ses pensées. Il se transforma en un espace vivant, presque débordant, rempli de voix, de pas hésitants, de regards méfiants et d'espoirs soigneusement dissimulés. Les hommes et les femmes qui franchissaient la porte n'arrivaient pas avec de grandes attentes. La plupart venaient avec une fatigue ancienne, celle de personnes à qui l'on avait expliqué pendant des années que leur douleur était normale, que leur équipement était conforme, que le problème venait d'eux. Evan travaillait désormais 16 heures par jour. Ses mains étaient là constamment noircies par l'huile et le métal, son dos protestait, sa jambe blessée le faisait souffrir davantage qu'avant. Mais il continuait sans se plaindre. La fatigue était réelle, écrasante parfois, mais elle n'était plus vide de sens. Chaque personne qui l'aidait lui rappelait pourquoi il avait accepté la liste de Dane sans poser de questions. Il ne réparait plus seulement des objets, il réparait une relation brisée entre le corps et ce qui était censé l'aider à vivre. Un homme d'un certain âge arriva le premier.
Il avait perdu ses jambes des années plus tôt et utilisait un fauteuil roulant depuis si longtemps qu'il avait fini par considérer la douleur dans ses épaules comme une fatalité. Evan observa rapidement la géométrie des roues, la position des axes, la manière dont chaque mouvement exigeait un effort inutile. Quelques ajustements précis suffirent à transformer la façon dont le fauteuil répondait. Lorsque l'homme repartit, ses épaules semblaient déjà moins crispées et son regard portait quelque chose de nouveau, une incrédulité mêlée de soulagement. Puis ce fut un jeune homme, trop jeune pour porter une douleur aussi constante dans le bas du dos. Ses déambulateurs étaient réglés trop bas depuis des années, forçant sa colonne à une posture destructrice. Evan corrigea ce que personne n'avait pris le temps de corriger. Une femme suivie, ancienne mécanicienne dans l'aviation, blessée lors d'un accident. Les fixations de son équipement présentaient un défaut d'usine minuscule, mais suffisant pour la faire souffrir à chaque mouvement. Chaque cas racontait la même histoire sous une forme différente. Tout était officiellement acceptable et pourtant profondément inhumain. Le club tint sa parole. Des camions arrivèrent avec du matériel neuf, des outils de spécialisés, des systèmes d'éclairage plus puissants. Les portes du garage furent réparées, l'isolation améliorée, le sol renforcé. L'endroit qui avait autrefois symbolisé l'échec et la survie précaire d'Evan devenait peu à peu un atelier digne de sa nouvelle mission. Il n'était plus seul face aux charges et aux responsabilités. Une structure se formait autour de lui, discrète mais solide. Lily était presque toujours présente. Elle s'occupait de l'accueil, notait les rendez-vous, parlait avec ceux qui hésitaient à exprimer leur douleur. Elle savait exactement quels mots utiliser, quand se taire, quand encourager. Elle reconnaissait chez les autres ce qu'elle avait vécu elle-même. Son fauteuil, désormais parfaitement adapté, ne la faisait plus souffrir. La douleur qui l'avait accompagnée pendant 2 ans s'estompait progressivement, laissant place à une énergie qu'elle n'avait jamais vraiment connue. Avec le temps, la rééducation de Lily changea de nature. Ce n'était plus une épreuve quotidienne qu'elle subissait en serrant les dents, mais un chemin qu'elle empruntait avec prudence et détermination. Evan adapta pour elle des dispositifs spécifiques, ajustant chaque détail avec la même attention qu'il avait portée à son fauteuil. Un jour, elle parvint à se tenir debout quelques instants. Un autre jour, elle fit un pas avec appui. Chaque progrès était modeste, fragile, mais terriblement réel. Personne ne parlait de miracle. Il s'agissait simplement d'un corps qui, enfin, cessait d'être saboté par ce qui devait l'aider. La rumeur se répandit dans la ville. On parlait d'un mécanicien capable de rendre les fauteuils et les prothèses réellement vivables. Des journalistes finirent par se présenter, attirés par les histoires qui circulaient. Evan n'aimait pas cette attention. Il craignait les mots trop grands, les récits embellis. Mais Lily, sans discours, sans mise en scène, incarnait la vérité de ce lieu. Son simple mouvement, sa posture détendue, son regard apaisé suffisaient à répondre à toutes les questions. De plus en plus de personnes affluaient. Certaines revenaient après leur réparation, non pour demander davantage, mais pour aider. Elles apportaient des pièces, donnaient un coup de main, apprenaient à effectuer de simples réglages. Une communauté naissait, sans plan ni slogan, portée uniquement par la reconnaissance et la solidarité. Le garage n'était plus un lieu de passage. Il devenait un refuge où l'on reprenait possession de son corps et de sa dignité. Le moment le plus fort survint un soir, sans annonce, sans témoins extérieurs. Lily traversa le garage avec l'aide de dispositifs spécialement réglés pour elle. Elle fit quelques pas, lentement, concentrée, tandis que les hommes du club, habitués à la dureté et au danger, observaient en silence. Aucun d'eux ne parla. Ils savaient qu'ils assistaient à quelque chose de plus puissant que n'importe quelle démonstration de force. Ce n'était pas une victoire spectaculaire. C'était une victoire contre ce que l'on croyait immuable. Le garage reçut un nouveau nom, simple et honnête. L'atelier de mobilité Reeves. Il ne s'agissait pas d'une marque, mais d'une déclaration d'intention. Evan n'était plus un homme qui survivait après la guerre et les pertes. Il était redevenu quelqu'un d'utile, quelqu'un qui voyait les failles avant qu'elles ne brisent complètement ceux qui en souffraient. Des photographies apparurent sur les murs. Des visages, des sourires discrets, des regards soulagés. Pas pour se glorifier, mais pour rappeler à ceux qui entraient, courbés par la douleur ou la honte, qu'un autre état était possible. Lily décida d'étudier l'ingénierie.
Elle voulait concevoir des équipements qui respecteraient enfin les corps au lieu de les contraindre. Dane, lui, changea aussi. Il cessa de mesurer sa protection à la valeur des objets qu'il pouvait acheter. Il apprit à écouter, à observer, à faire confiance autrement. Evan continuait de boiter. Il continuait de travailler dur, de sentir l'odeur du métal et de la graisse imprégner ses vêtements. Il restait un mécanicien sans titre prestigieux. Mais désormais, chaque soir, lorsqu'il regardait la vieille photographie de son unité et la petite note qu'il avait trouvée un jour dans un fauteuil, il comprenait enfin. Sa vie ne s'était pas arrêtée avec la guerre ou l'échec de son mariage. Elle attendait simplement le moment où il redeviendrait celui qu'il avait toujours été. Un homme capable de voir une défaillance avant qu'elle ne détruise l'espoir. Abonne-toi à la chaîne si tu veux plus d'histoires comme celle-ci, où un seul geste change tout. Mets un like pour que nous publiions de nouvelles vidéos plus souvent et regarde Obezatno la vidéo suivante. Elle sera encore plus forte. Et si cette histoire t'a touché, partage-la avec tes amis et tes proches. Que le plus grand nombre voit que le bien fonctionne vraiment. Écris aussi en commentaire de quelle ville tu regardes. Ça m'intéresse sincèrement.